72 enfants entassés dans l'obscurité, l'odeur de mort imprégnée dans les murs. Leurs yeux vides implorèrent de l'aide, tandis que les cris étaient étouffés. Que cachait d'autre la famille Costa? Les terres S étendaient à perte de vue, un océan vert doré de vignobles, qui ondulait sous le soleil bourguignon. Au centre de ce domaine, le château des Palmiers se dressait comme un monument au pouvoir terrestre. Ses murs de pierre claire brillant tel un phare de civilisation au milieu de la campagne française. L'année était 1834 et la région de Côte-d'Or, comme une grande partie de la France rurale sous la monarchie de Juillet, vivait selon ses propres lois. Des lois dictées non pas par le roi Louis-Philippe, mais par les grands propriétaires terriens qui dominaient la politique, l'économie et même la justice locale. Parmi ces hommes, peu inspiraient autant de respect et de crainte que Joaquim Costa, le patriarche d'une des familles les plus influentes de la région. À 58 ans, Joaquim Costa était un homme d'une stature imposante, aux cheveux gris toujours bien coupés et à la barbe encadrant un visage marqué par le temps et le soleil des vignes. Sa seule présence suffisait à faire taire n'importe quel environnement, et son regard perçant semblait capable de lire l'âme de ceux qui osèrent le défier. Né d'une famille de marchands espagnols installés en France après les guerres napoléoniennes, Costa avait bâti sa fortune grâce à une combinaison de travail acharné, de mariage stratégique et d'une disposition impitoyable à éliminer les obstacles. On disait dans la région qu'il avait l'oreille du préfet de Dijon et que ses paroles pesaient plus que de l'or dans les décisions politiques de la préfecture. La famille Costa était arrivée en Bourgogne au début du siècle, lorsque le père de Joachim, un commerçant espagnol prospère fuyant l'instabilité politique de la péninsule ibérique, avait décidé d'investir dans les terres viticoles françaises. Ce qui avait commencé comme un modeste domaine était développé de manière exponentielle sous la direction de Joachim, qui avait étendu les vignobles, diversifié les affaires vinicoles et, surtout, établi des alliances avec d'autres familles puissantes de la noblesse bourguignonne. Ses 3 fils avaient été envoyés étudier à Paris et en Allemagne, revenant avec des idées modernes et des contacts précieux qui ne firent que renforcer l'empire familial. Le château des Palmiers employait plus de 200 ouvriers agricoles et des dizaines de domestiques, beaucoup d'entre eux étant des métayers qui devaient des faveurs à la famille et vivaient dans de petites maisons aux limites de la propriété. Le château, construit dans un style néoclassique par un architecte parisien spécialement mandaté, affichait des luxes remarquables pour la campagne bourguignonne, des meubles empire, des couverts en argent, des porcelaines de Sèvres et même un pianoforte viennois, sur lequel épouse de Joachim, Madame Marie-Angélique, jouait des pièces de Mozart et Chopin pour impressionner les visiteurs illustres. Les dimanches, la famille Costa assistait à la messe dans la chapelle du domaine, construite en l'honneur de Notre-Dame des Vignes. Assis au premier rang, ils affichaient leur dévotion et leur générosité, faisant des dons substantiels que le curé local n'hésitait pas à louer publiquement. Après la messe, il était courant que Joachim distribue quelques pièces aux plus nécessiteux, un geste calculé qui nourrissait sa réputation d'homme juste et charitable. Tel était le visage public de la famille, prospère, dévote, respectable. Un exemple du progrès que la France de Louis-Philippe pouvait atteindre sous la direction de ses élites éclairées. Mais il y avait un autre côté à cette histoire, un côté qui restait caché dans les ombres projetées par les rangées de vignes. À environ 1 kilomètre du château, dissimulé par un bosquet dense et accessible uniquement par un chemin de terre étroit et gardé, se dressait une construction simple mais solide. Une grange en pierre d'environ 20 mètres de long sur 10 de large. Ses fenêtres étaient rares et couvertes de planches clouées de l'extérieur. Sa porte, renforcée de barres de fer, restait verrouillée jour et nuit. Pour les rares ouvriers du domaine qui connaissaient son existence, l'endroit était simplement appelé le cellier, et tous comprenaient que s'en approcher sans autorisation signifiait une punition sévère, voire la mort. Au crépuscule d'une après-midi étouffante de juillet, Antoine, un jeune ouvrier de 15 ans qui travaillait aux écuries, ramenait les chevaux après une journée de travail dans les vignes. Né en Auvergne et amené en Bourgogne encore enfant, après avoir été séparé de sa famille lors d'une période de disette, Antoine avait appris à survivre en gardant la tête basse et les oreilles aux aguets. C était un jeune homme mince, aux yeux vifs et intelligents, qui avait acquis une position relativement privilégiée parmi les ouvriers grâce à son habileté avec les animaux.
Cet après-midi-là, cependant, un de ses chevaux boitait légèrement, et Antoine savait que tout dommage aux précieux animaux serait sévèrement puni. Il décida de prendre un raccourci par l'arrière de la propriété pour gagner du temps, et mieux examiner l'animal avant d'atteindre les écuries. C'est alors que le destin intervint dans le cours de l'histoire. En passant par une zone qu'il évitait normalement, près du fameux cellier, Antoine entendit quelque chose qui lui glaça le sang, les pleurs étouffés de plusieurs enfants, ponctués de gémissements de douleur et de phrases en diverses langues. Il s'arrêta, atone, le cheval boiteux momentanément oublié. Le son était indubitable, malgré les épaisses parois de pierre. Il y avait des enfants à l'intérieur, beaucoup d'enfants, et il souffrait. Pendant un instant, la peur le paralysa. S'impliquer dans les affaires des maîtres, c'était courir à sa perte. Tout le monde le savait. Mais quelque chose de plus fort que la peur le poussa à s'approcher. Était peut-être le souvenir douloureux de ses propres frères, dont il avait été séparé des années auparavant. L'aîné envoyé dans une ferme de Normandie, le plus jeune, alors âgé de seulement 5 ans, emmené vers un destin inconnu. Ou peut-être était-ce simplement l'étincelle d'humanité que même la brutalité de la servitude n'avait pu éteindre dans son cœur. Attachant le cheval à un chêne proche, Antoine s'approcha prudemment de la grange. Il n'y avait pas de gardes en vue, ce qui était inhabituel. Plus tard, il découvrirait qu'un banquet au château, célébrant l'anniversaire du fils aîné de Joachim Costa, avait détourné l'attention des hommes de main qui surveillaient normalement l'endroit. Se déplaçant silencieusement, des années à passer inaperçues servant maintenant un but plus grand, le jeune homme atteignit l'une des parois latérales de la grange. Là, entre deux pierres mal jointes, il y avait une fente étroite. Antoine approcha son œil de l'ouverture, et ce qu'il vit resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. Des dizaines d'enfants, la plupart âgés de 5 à 12 ans, entassés dans un espace sale et étouffant. Certains étaient enchaînés, d'autres simplement jetés sur le sol couvert de paille souillée. Leurs corps maigres montraient des signes évidents de malnutrition et de mauvais traitement, dos marqués par les coups de fouet, membres dans des positions étranges suggérant des os brisés, visage enflé à force de pleurer. Un frisson lui parcourut l'échine lorsque son regard se posa sur un garçonnet particulièrement petit, d'environ 7 ans, assis seul dans un coin. Il y avait quelque chose de familier en lui, dans la façon dont il gardait la tête légèrement inclinée vers la gauche, un geste qui rappelait douloureusement son jeune frère. Serait-ce possible? Après tant d'années, le destin aurait-il pu amener son frère sur la même propriété? Avant qu'il ne puisse complètement assimiler cette possibilité, Antoine entendit des voix s'approcher en patois bourguignon. Les gardes revenaient. Sans temps pour réfléchir, il s'éloigna rapidement, récupéra son cheval et suivit un chemin alternatif jusqu'aux écuries, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Cette nuit-là, allongé sur son matelas de paille dans les communs, Antoine ne put dormir. Les images de ce qu'il avait vu dans la grange se mêlaient aux souvenirs de son enfance en Auvergne, du visage de sa mère, des jeux avec ses frères avant que la famine ne s'abatte sur leur village. Si ce garçon dans le coin était vraiment Benoît, son jeune frère, comment pourrait-il l'abandonner à ce terrible destin? Une idée commença à se former dans son esprit, si audacieuse qu'il la rejeta d'abord comme une folie. Fuir. Non seulement fuir, mais chercher de l'aide. Au cours de ces 7 années au domaine des Costa, Antoine avait entendu des rumeurs sur un magistrat à Dijon qui traitait les plus démunis avec une humanité inhabituelle, qui avait même pris parti contre les propriétaires terriens dans des affaires de mauvais traitement. Serait-il possible d'atteindre la préfecture et de trouver cet homme? La décision fut prise avant l'aube. Profitant de la confusion qui régnait encore après le banquet de la veille, avec de nombreux hommes de main ivres de vin de Bourgogne ou endormis, Antoine réussit à s'échapper du domaine, emportant seulement un petit baluchon de pain noir et de fromage qu'il avait caché au fil des mois, rêvant d'une évasion qui avait toujours semblé impossible. Le voyage jusqu'à Dijon fut une odyssée de 3 jours à travers la campagne bourguignonne, évitant les routes principales et les gendarmes qui auraient pu le capturer comme ouvrier fugitif. Il dormait le jour, caché dans des forêts de chênes, et marchait la nuit guidé par les étoiles, comme il l'avait appris d'un vieux braconnier qu'il avait connu dans son enfance. Quand il aperçut enfin les tours de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon à l'horizon, il était épuisé, affamé et terrifié par la perspective de ce qu'il était sur le point de faire. Le destin, cependant, semblait enfin sourire à Antoine.
En entrant dans la ville le matin, se mêlant aux ouvriers journaliers et aux domestiques qui commencèrent leur journée sur les marchés, il entendit des commentaires sur la présence du célèbre magistrat François Alves de Monteiro dans la ville. Le juge, connu pour sa position fermement opposée aux abus des propriétaires terriens et défenseur des droits des plus humbles, était hébergé chez le doyen du chapitre cathédralique. Avec un courage né du désespoir, Antoine se dirigea vers la résidence canoniale et, défiant toutes les normes sociales qui interdisaient à un simple ouvrier d'aborder directement des personnes de position, réussit à parler à un jeune chanoine qui, impressionné par l'urgence dans son regard, accepta de transmettre son message au magistrat. François Alves de Monteiro était un homme d'âge moyen, maigre et d'apparence austère, aux yeux perçants qui avaient vu plus de la cruauté humaine qu'il n'aurait voulu. Formé à la Sorbonne et profondément influencé par les idéaux des Lumières et les réformes libérales de la monarchie de Juillet, il représentait une nouvelle génération de magistrats français qui commençaient à remettre en question les abus de l'aristocratie terrienne, même s'ils opéraient encore au sein d'un système qui les protégeait. Quand Antoine fut finalement conduit en sa présence, tremblant de peur et d'épuisement, le magistrat le reçut avec une dignité que le jeune ouvrier n'avait jamais expérimentée de la part d'un homme de condition. Et ainsi, dans cette petite pièce aux murs tapissés de livres juridiques, Antoine raconta son histoire, la grange cachée, les dizaines d'enfants emprisonnés, les signes de torture et d'abandon, la possibilité que son propre frère se trouve parmi eux. À mesure que le récit avançait, le visage du magistrat Monteiro se transformait, l'expression initiale de scepticisme cédant la place à une indignation croissante. Quand Antoine eut terminé, un silence pesant plana dans la pièce. Finalement, le magistrat se leva, marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la place d'Armes et observa la ville qui commençait à s'éveiller. Quand il se retourna, sa décision était prise. Le sort de la famille Costa et des 72 enfants prisonniers serait scellé dans les prochains jours, tandis qu'une commission officielle était organisée en secret, loin des oreilles des nombreux alliés que les Costa avaient certainement à la préfecture. La justice était sur le point de frapper à la porte du château des Palmiers, révélant l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la Bourgogne. La commission partit de Dijon, avant l'aube du 17 juillet 1834. Une suite discrète, composée de 8 gendarmes, du magistrat François Alves de Monteiro, du greffier du tribunal, d'un médecin de la ville et de 3 citoyens respectables convoqués comme témoins. Antoine les suivait, alternant entre espoir et terreur. Chaque kilomètre qui les rapprochait du château des Palmiers pesait sur sa poitrine comme du plomb. S'il s'était trompé, ou si les Costa parvenaient à cacher les preuves à temps, son destin serait scellé par la torture et une mort certaine. Ils arrivèrent à la propriété alors que le soleil était déjà haut. Les imposants portails du château des Palmiers, ornés du blason de la famille Costa, un écu avec des palmiers et des grappes de raisin, étaient ouverts au trafic habituel de vignerons et de charrettes. La commission officielle fut reçue avec un malaise visible par le régisseur, qui courut prévenir son maître tout en les faisant attendre dans la cour d'honneur pavée. Joachim Costa apparut sur le perron du château quelques minutes plus tard, vêtu d'une redingote impeccable, comme s'il attendait d'importantes visites. Son visage ne trahit aucune surprise, juste un léger déplaisir rapidement masqué par un sourire calculé. « Monsieur le magistrat Monteiro, quel honneur inattendu! À quoi dois-je le plaisir de cette visite officielle ?» Sa voix était douce, contrôlée, la voix d'un homme accoutumé à plier les autres à sa volonté. Le magistrat ne se laissa pas intimider par la réception étudiée et cordiale. Il apportait avec lui un mandat officiel du tribunal de Dijon, autorisant l'inspection complète de la propriété, basée sur de graves dénonciations d'activités illicites. Quand il présenta le document scellé, le sourire de Costa vacilla un instant. « Il doit y avoir une erreur », affirma-t-il tout en gardant son sang-froid. « Ma famille sert cette région depuis des décennies avec honneur et dignité. » La tension augmenta lorsque Costa aperçut Antoine parmi les membres de la commission. Son visage se durcit et toute prétention à la cordialité s'évapora. « Ainsi donc, vous croyez au mensonge d'un ouvrier fugitif? Ce garçon devrait être marqué au fer rouge et envoyé aux galères, pas accompagner les autorités du roi. » Le magistrat Monteiro resta impassible. « Le mandat est en règle, monsieur Costa. Résister à un ordre judiciaire constitue un outrage au roi, même pour des hommes de votre position. Nous allons procéder à l'inspection immédiatement. »
en commençant par l'arrière de la propriété. Le patriarche des Costa pâlit visiblement. Pendant quelques instants, il parut envisager une résistance ouverte. Ses fils aînés l'avaient rejoint, et quelques hommes de main armés observèrent la scène depuis les dépendances, attendant un signal. Finalement, cependant, la raison prévalut. Une confrontation directe avec les autorités royales serait désastreuse même pour une famille ayant ses connexions. Mieux valait coopérer et espérer que son influence pourrait par la suite étouffer toute découverte gênante. Sous le regard vigilant des gendarmes, Antoine guida la commission par le sentier menant à la grange isolée. La végétation était dense, mélange de vignes sauvages et de ronciers, et la chaleur de midi rendait la marche éprouvante. Quand ils arrivèrent enfin à la clairière, où la structure de pierre se dressait, un lourd silence tomba sur le groupe. 2 hommes de main armés gardèrent l'entrée, mais en voyant la commission officielle, ils hésitèrent, regardant nerveusement les Costa qui les suivaient. « Ouvrez cette porte !» ordonna le magistrat Monteiro d'une voix ferme. Lorsque les gardes hésitèrent encore, les gendarmes de la commission dégainèrent leurs sabres. L'un des fils de Costa fit finalement un signe de tête aux hommes, qui déverrouillèrent alors le lourd cadenas qui scellait l'entrée. L'odeur les frappa en premier, un mélange nauséabond d'excréments, de sueur, de sang et de décomposition. Plusieurs membres de la commission reculèrent instinctivement, portant des mouchoirs parfumés à la lavande à leur nez. Le médecin qui les accompagnait pâlit, mais fut le premier à suivre le magistrat à l'intérieur de la structure sombre. Ce qu'ils trouvèrent dépassait les pires récits d'Antoine. L'intérieur de la grange-genêt était éclairé que par quelques fentes entre les pierres, créant un environnement de pénombre oppressante. Quand leurs yeux s'adaptèrent à l'obscurité, la scène infernale se révéla. 72 enfants, des 2 sexes et de diverses origines, entassés comme des animaux dans un espace qui aurait à peine pu contenir 20 personnes avec dignité. Les enfants les plus âgés, entre 10 et 12 ans, étaient enchaînés aux murs de pierre. Les plus jeunes, certains n'ayant pas plus de 4 ans, étaient simplement jetés sur le sol couvert de paille souillée et d'excréments. Beaucoup présentaient des signes évidents de malnutrition avancée, ventre gonflé contrastant avec des membres émaciés, cheveux cassants, yeux enfoncés dans des orbites assombries, des plaies ouvertes, certaines infectées et grouillantes de verre, couvraient plusieurs petits corps. Le silence qui accueillit les visiteurs était peut-être l'aspect le plus perturbant. Il n'y eut ni cris ni pleurs, seulement des regards vides d'enfants dont l'esprit avait été brisé par la brutalité systématique. Dans un coin reculé, partiellement recouvert de paille pourrie, gisaient les corps de 5 enfants. D'après leur apparence, 2 étaient décédés récemment, tandis que les autres présentaient déjà des signes avancés de décomposition. Le médecin de la commission s'approcha avec une horreur professionnelle, confirmant que les causes probables de décès variaient entre malnutrition sévère, fièvre non traitée et traumatisme physique. Le magistrat Monteiro, homme connu pour sa fermeté face au crime, dut s'appuyer contre le mur de pierre pour ne pas tomber. En plus de 20 ans de magistrature, il n'avait jamais été témoin d'une telle inhumanité. Le greffier qui l'accompagnait vomit son petit déjeuner de pain et de fromage dans un coin, tandis que les gendarmes, des hommes aguerris aux violences des campagnes, restaient paralysés par le choc. Antoine se déplaça comme en transe parmi les enfants, cherchant le garçon qu'il croyait être son frère. Il le trouva dans le même coin où il l'avait aperçu quelques jours auparavant. Un garçon petit pour ses 7 ans, presque méconnaissable à cause de la saleté et de la maigreur, mais avec les mêmes yeux verts de sa mère qu'Antoine n'avait jamais oubliés. « Benoît », murmura-t-il en patois auvergnat, s'agenouillant. Le garçon ne répondit pas, ne donna aucun signe de reconnaissance, son regard perdu dans le vide. Des années de séparation et de traumatisme avaient effacé tout souvenir de son frère aîné. Tandis que les membres de la commission organisaient le sauvetage d'urgence des enfants, le magistrat confronta Joaquim Costa, qui observait la scène avec un masque d'indifférence soigneusement construit. « C'est un scandale », se défendit le propriétaire terrien. « Je n'ai aucune connaissance de ces enfants. Cela doit être l'œuvre de mes régisseurs, agissant sans mon autorisation. Ces gens accumulent parfois des vagabonds pour les vendre comme domestiques. » La farce s'effondra lorsque le greffier, remis du choc initial, découvrit dans une armoire près de l'entrée divers documents soigneusement organisés, registres d'achat et de vente, itinéraires de transport, sommes payées pour chaque enfant. Là se trouvait méticuleusement documentée toute l'opération criminelle,
Les enfants kidnappés dans des villages pauvres de Savoie, d'Auvergne et du Jura, ainsi que de jeunes réfugiés espagnols et italiens, étaient préparés dans la grange avant d'être vendus comme domestiques à vie à des familles bourgeoises de Paris, Lyon et Marseille. L'un des registres détaillait l'achat de lot de 3 garçons d'Auvergne, 2 avec défaut, daté de 1830. Antoine reconnut la date approximative de sa séparation d'avec ses frères. Le défaut orque de Benoît, découvrirait-il plus tard, était une légère surdité de l'oreille droite depuis sa naissance, ce qui le rendait moins désirable sur le marché clandestin. À mesure que les enfants étaient retirés de la grange, emmenés sous les tilleuls proches où ils recevaient les premiers soins et de l'eau fraîche, certains des plus âgés commencèrent à parler. Leurs récits fragmentés composaient une mosaïque d'horreur, comment ils étaient enlevés la nuit de leur masure ou attrapés alors qu'ils mendiaient dans les foires villageoises, les longs voyages dans des charrettes bâchées, souvent droguées avec de l'opium qui les laissait hébéter, les coups réguliers pour briser toute velléité de résistance, la faim constante utilisée comme moyen de contrôle. Une fillette savoyarde d'environ 10 ans, qui parlait un patois à peine compréhensible, raconta comment elle avait vu son hameau entier être attaqué par des brigands armés qui n'avaient épargné que les enfants les plus robustes, les emportant ligotés sur leurs chevaux. Des 8 enfants de son village amenés à la grange l'automne précédent, seuls 3 avaient survécu à l'hiver. Tandis que les histoires émergeaient, les visages des 3 bourgeois convoqués comme témoins, tous propriétaires respectables de la région, alternaient entre horreur véritable et malaise croissant. Le système qui permettait de telles atrocités était celui-là même qui préservait l'ordre social dont ils bénéficiaient. Certains reconnurent, dans un silence troublant, qu'ils auraient pu fermer les yeux sur des pratiques similaires si cela avait servi leurs intérêts. La nouvelle de l'horreur au château des Palmiers se répandit comme une traînée de poudre à travers la Bourgogne. Même dans une société habituée aux dures réalités de la condition ouvrière, le cas des 72 enfants choqua la région et, rapidement, toute la France. Quand la commission revint à Dijon, ramenant les enfants secourus et les membres de la famille Costa en détention, une foule se rassembla sur la place d'Armes. Ce haine n'était pas seulement une curiosité morbide qui attirait ces gens, mais un mélange complexe d'horreur, d'indignation et, pour beaucoup, une culpabilité silencieuse due à la complaisance collective qui avait permis une telle atrocité. Les enfants furent initialement hébergés à l'hospice civil administré par les Sœurs de la Charité. Les religieuses, habituées aux misères de leur époque, pleurèrent en recevant ces petits corps martyrisés. Le médecin en chef de la préfecture, Dr Emmanuel Rodrigues, un praticien d'origine portugaise établi en Bourgogne, travailla 3 jours et nuits consécutifs, aidé par les sages-femmes locales, pour stabiliser les cas les plus désespérés. 7 enfants moururent dans les premiers jours suivant le sauvetage, malgré les efforts acharnés pour les sauver. Leurs petites dépouilles, enfin traitées avec la dignité chrétienne, furent inhumées au cimetière de la cathédrale avec une cérémonie solennelle présidée par l'évêque de Dijon. Pendant ce temps, Joachim Costa et ses 2 fils aînés, Auguste et Théodore, furent incarcérés à la prison civile de Dijon. Elle, épouse du patriarche, Madame Marie-Angélique, fut placée en résidence surveillée dans un couvent de la ville, une concession à sa condition de dame de qualité qui provoqua du ressentiment parmi la population ouvrière. 18 employés du domaine, incluant régisseurs, gardes et même le maître vigneron, furent également arrêtés pour participation directe au crime. La réponse initiale de la famille Costa fut une dénégation absolue. Ils engagèrent les meilleurs avocats de Dijon et même de Paris, des hommes qui, depuis des générations, défendaient les intérêts de l'aristocratie terrienne. La défense arguait que Joachim ignorait complètement ce qui se passait dans la grange, que tout était l'œuvre de subordonnés agissant pour leur propre profit. Des lettres furent envoyées à de puissants alliés à Paris, notamment des députés de la Côte d'Or et même des pairs de France, cherchant une intervention politique pour étouffer l'affaire. Pendant quelques jours, il sembla que la stratégie pourrait réussir. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le préfet subissait de fortes pressions pour classer l'affaire, que des témoins étaient menacés, que des pièces du dossier avaient mystérieusement disparu du greffe. Le magistrat Monteiro lui-même reçut des menaces à peine voilées et une offre considérable de dédommagement apportée par un homme de loi parisien qui se présenta comme ami soucieux de l'avenir de sa carrière. Mais l'affaire des 72 enfants
avait pris des proportions qui rendaient impossible sa dissimulation. Le journal de la Côte d'Or, principal quotidien de Dijon, publia une série d'articles détaillant les découvertes au château des Palmiers. Un jeune journaliste nommé Théobald Mendonça, fils d'un réfugié espagnol, risqua sa réputation pour interviewer certains des enfants les plus âgés à l'hospice, rapportant leurs témoignages dans une prose saisissante qui émut même les lecteurs les plus endurcis. Des exemplaires du journal parvinrent à Paris. Et bientôt, le Constitutionnel, Charles Presse et même le Moniteur universel reproduisaient ces comptes rendus accablants. À Paris, où normalement les scandales de province étaient reçus avec une indifférence polie, l'affaire provoqua un émoi considérable. La France de Louis-Philippe, soucieuse de se présenter comme une monarchie libérale et progressiste face aux cours européennes, ne pouvait tolérer que de telles pratiques entachent sa réputation. Le ministre de la Justice, sous la pression tant de l'opinion publique que des ambassadeurs britanniques, qui voyaient dans cette affaire une occasion de souligner les contradictions françaises en matière de droits humains, dépêcha un commissaire extraordinaire en Bourgogne. Le conseiller Léopold de Beaumont, magistrat parisien d'une grande famille libérale, arriva à Dijon avec des instructions formelles du garde des Sceaux. L'affaire devait suivre son cours légal, sans aucune interférence, fût-elle venue des plus hautes sphères. La présence de l'envoyé ministériel transforma complètement l'équilibre des forces. Le préfet, comprenant que l'affaire avait désormais l'attention du gouvernement, retira tout soutien au Costa. Les avocats de la famille, sentant le vent tourner, commencèrent à négocier des arrangements pour réduire les peines en échange d'aveux partiels. Des témoins auparavant muets par la peur trouvèrent le courage de se présenter devant les autorités. L'un de ces témoignages décisifs vint de Gabriel, ancien domestique de confiance des Costa qui avait été libéré années auparavant et tenait maintenant une petite auberge sur la route de Beaune. Dans une déposition émouvante, il révéla que le réseau d'enlèvement et de trafic d'enfants opérait depuis au moins 5 ans, impliquant non seulement le château des Palmiers, mais aussi d'autres domaines en Bourgogne et même en Champagne. Gabriel fournit des noms, des dates, des itinéraires de convoyage et même des estimations du nombre total de victimes, probablement plus de 400 enfants au fil des années. Tandis que la procédure judiciaire avançait, un effort parallèle était entrepris pour identifier les enfants secourus et, quand était possible, les réunir avec leurs familles d'origine. Pour les enfants des villages montagnards, la tâche se révéla quasi impossible. Beaucoup venaient de hameaux complètement dépeuplés par l'exode rural ou les épidémies. Pour les jeunes réfugiés étrangers, la situation était guère meilleure, leurs familles ayant souvent péri dans les troubles politiques qui secouaient l'Europe. Antoine, désormais officiellement reconnu comme homme libre grâce à l'intervention du magistrat Monteiro, qui établit que son engagement chez les Costa constituait un contrat de servitude abusif, se consacra entièrement à la guérison de son frère Benoît. L'enfant demeurait dans un état de mutisme et de méfiance qui inquiétait les médecins et les religieuses. Il ne reconnaissait pas son frère, ne parlait pas, mangeait à peine de quoi survivre. Pendant des semaines, Antoine lui rendit visite quotidiennement à l'hospice, lui parlant en patois auvergnat, chantant les berceuses que leur mère fredonnait, apportant de petits présents, une pomme, un joujou en bois sculpté, un dessin maladroit. Le moment de la reconnaissance survint presque 2 mois après le sauvetage. Antoine avait apporté un petit sifflet en bois de tilleul, semblable à celui que leur père taillait pendant les longues soirées d'hiver en Auvergne. Au son grêle et nostalgique de l'instrument, quelque chose s'éveilla dans la mémoire brisée de Benoît. Ses yeux, si longtemps éteints, rencontrèrent enfin ceux de son frère avec une lueur de reconnaissance. Un seul mot échappa de ses lèvres craquelées, Tonio, le diminutif qu'il utilisait pour appeler Antoine dans leur petite enfance. Les sœurs qui assistèrent à cette scène la tinrent pour un véritable miracle de la Providence. Le procès de la famille Costa et de ses complices se tint finalement en novembre 1834, s'étalant sur près de 3 semaines. Le tribunal extraordinaire installé dans la grande salle du Palais des Ducs attirait des foules considérables chaque jour. Joachim Costa, jadis figure imposante qui inspirait la crainte dans toute la région, paraissait maintenant vieilli et diminué, mais conservait encore un regard hautain pour des procédures qu'il considérait comme indignes de son rang. Ses fils alternaient entre morgue aristocratique et terreur visible, lorsque les témoins détaillaient leur participation directe à l'administration de la grange et aux ventes d'enfants.
Les sentences furent prononcées le 12 décembre 1834, lors d'une audience solennelle qui se prolongea fort avant dans la nuit. Joaquim Costa fut condamné aux travaux forcés à perpétuité, peine exceptionnelle pour les crimes d'enlèvement, de séquestration, de mauvais traitements et de traite d'êtres humains, assorti de la confiscation totale de ses biens au profit de l'indemnisation des victimes. Ses fils furent condamnés chacun à 15 années de travaux forcés. Madame Marie-Angélique, après une défense habile qui souligna son ignorance complète des agissements de son époux et sa piété exemplaire, ne reçut que 5 années de réclusion. Les régisseurs et gardes directement impliqués dans la capture et les sévices furent condamnés à des peines variant de 8 à 12 années de bagne. L'affaire de la famille Costa marqua un précédent judiciaire capital, constituant l'une des premières condamnations sévères de membres de l'élite terrienne française pour crimes liés à la traite clandestine. Cependant, son impact pratique sur le système dans son ensemble demeura limité. Les enquêtes ultérieures sur d'autres familles impliquées dans le réseau de trafic furent progressivement abandonnées à mesure que l'attention publique se détournait et que les pressions politiques se faisaient sentir. Nombre des puissants mentionnés dans les documents saisis ne furent jamais formellement poursuivis. Pour les enfants survivants, les destinées furent diverses. Une vingtaine d'entre eux, incluant Benoît, purent être rendus à leur famille. D'autres furent adoptés par des familles bourgeoises de Dijon, certaines mues par une charité véritable, d'autres possiblement intéressées par la main-d'œuvre gratuite qu'ils représentaient. Un groupe de 15 enfants étrangers fut finalement confié à une mission catholique œuvrant au rapatriement des réfugiés. Les autres, principalement les plus âgés, furent déclarés officiellement libres, mais privés de tout soutien de l'État. Beaucoup se retrouvèrent dans des situations proches du servage, travaillant dans des conditions précaires pour leur simple survie. L'affaire de la famille Costa et de la grange aux 72 enfants demeure une cicatrice profonde dans l'histoire de la Bourgogne et de la France, un rappel sinistre de jusqu'où peut aller la cruauté humaine lorsque le pouvoir et l'appât du gain l'emportent sur l'humanité fondamentale. Bien que la justice ait atteint les principaux responsables, l'étendue véritable de ce commerce interne d'innocents ne fut jamais complètement révélée. Les archives historiques suggèrent que des pratiques similaires perdurèrent dans d'autres régions du royaume, souvent protégées par le manteau de l'autorité et le silence complice de la bonne société. Le destin d'Antoine et Benoît représente un rare moment de rédemption au sein de la tragédie. Les deux frères, réunis après des années de séparation forcée, parvinrent finalement à retrouver la trace de leur mère, qui avait été placée comme domestique dans une famille bourgeoise de Lyon. Avec l'aide du magistrat Monteiro, ils obtinrent les papiers nécessaires à leur liberté complète et s'établirent comme artisans libres, portant en eux les cicatrices invisibles d'un passé que la France peine encore à regarder en face. Que des histoires comme celle-ci nous incitent à méditer sur les ombres qui habitent notre passé national et sur la façon dont les échos de ces systèmes d'oppression résonnent encore dans notre société. Quelles questions demeurent dans vos esprits? Quelles autres histoires réduites au silence attendent d'être exhumées des archives poussiéreuses de notre histoire? Dans les profondeurs de notre passé français subsistent bien d'autres récits d'horreur et de résistance qui méritent d'être connus, tandis que certains restent enfouis par le temps, d'autres attendent d'être révélés lors de notre prochaine plongée dans les mystères ténébreux de l'histoire de France. Merci d'avoir accompagné cette exploration des couloirs les plus sombres de notre mémoire collective. Jusqu'à notre prochaine rencontre dans les ombres de l'histoire.